la question pourquoi certains pays sont si riches alors que d'autres sont si pauvres. Eh bien aujourd'hui, on va soulever le capot de la grande machine économique. On va essayer de comprendre ensemble ce qui crée vraiment, mais alors vraiment, la richesse. Accrochez-vous, on part à la découverte du véritable moteur de la croissance. Pour bien piger ce qui se passe, il ne faut pas voir l'économie comme une simple suite de chiffres compliqués. Non, il faut l'imaginer comme une grande histoire, une épopée. C'est l'aventure du progrès humain, tout simplement. Une aventure qui nous raconte comment on est passé d'une quasi-pauvreté généralisée à l'abondance qu'on connaît dans certains pays aujourd'hui. Et il faut savoir que pendant très très longtemps, cette histoire, elle n'avançait pas. L'humanité était littéralement piégée. C'est ce qu'on appelle la trappe malthusienne. Alors c'est quoi ce truc? C'est un peu comme l'histoire du petit pousset. Dès qu'il y avait une meilleure récolte, donc un peu plus à manger, la population augmentait. Plus de bouches à nourrir et hop, retour à la case des porcs. Tout le monde redevenait aussi pauvre qu'avant. Un cycle sans fin, un véritable cul-de-sac. Du coup, la grande question, le vrai mystère, c'est mais comment on a bien pu réussir à sortir de cette prison? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, l'humanité a enfin pu décoller? C'est exactement ça qu'on va décortiquer maintenant. Allez, première piste pour expliquer la croissance. C'est une théorie de l'économiste Robert Solow. Sur le papier, franchement, ça semblait tenir la route. Mais on va voir que le moteur avait une sacrée panne. L'idée de Solow, au fond, elle est assez simple. Il dit que la richesse vient de deux choses. D'un côté, le capital, c'est-à-dire les machines, les usines, les outils, et de l'autre, le travail, c'est-à-dire les gens qui bossent. Pour lui, c'est simple. Plus on accumule de machines pour le même nombre de travailleurs, plus un pays devient riche. Ça paraît logique, non? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il y a un piège, un gros problème que Solow a lui-même identifié, les fameux rendements décroissants. C'est facile à comprendre. Imaginez un agriculteur qui n'a pas de tracteur, on lui en donne un. Là, sa production va exploser et c'est une révolution. Mais si on lui donne un deuxième tracteur, puis un troisième, le gain de production qu'il obtient à chaque fois est de plus en plus petit. Au final, le moteur de l'accumulation pure finit toujours par s'essouffler. Et pour ça, on a un exemple historique parfait. L'Union soviétique. Au début, le régime communiste a forcé l'accumulation de capital. Des usines, des machines, partout, à marche forcée. Et ça a marché. La croissance était très forte. Sauf que ce modèle, basé uniquement sur l'accumulation et sans vraie innovation, a fini par caler complètement dans les années 70. Le moteur a surchauffé et il a tout simplement grillé, menant à l'effondrement de l'économie. Bon, si accumuler des trucs ne suffit pas, alors c'est quoi le vrai moteur? C'est là qu'un nouveau concept entre en jeu. Une idée qui va absolument tout changer. Le changement de vision est total. Pour Solow, le progrès technique, celui qui nous sauve des rendements décroissants, est une sorte de miracle. Il nous tombe du ciel et on ne sait pas trop d'où il vient. Mais pour un autre économiste, Joseph Schumpeter, pas du tout. Le progrès, ce n'est pas de la magie. Il est créé, inventé par des entrepreneurs qui ont des idées nouvelles. Le vrai secret de la richesse, ce n'est pas d'avoir plus de machines, c'est d'avoir de meilleures idées. C'est l'innovation. Et cette innovation, elle a un effet assez spectaculaire, que Schumpeter a appelé la destruction créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple, c'est quand une nouvelle invention, un nouveau produit, rend l'ancienne technologie complètement dépassée. Pensez au smartphone qui a détruit le marché des vieux téléphones à clapet, ou à Netflix qui a rendu les magasins de location de DVD obsolètes. Ça détruit l'ancien, c'est vrai, mais ça crée du nouveau, de la valeur et de la richesse. C'est ça le cœur battant de la croissance. Plus récemment, l'économiste français Philippe Aghion a modernisé cette idée avec un modèle qui tient sur 3 piliers. Le premier, l'innovation est cumulative. Ça veut dire qu'on ne part jamais de zéro, on s'appuie sur les découvertes du passé. Comme disait Isaac Newton, on peut voir plus loin parce qu'on est monté sur les épaules des géants. Deuxièmement, il faut des institutions solides, c'est-à-dire des lois, des brevets, qui protègent les inventeurs et qui leur donnent envie de prendre des risques. Et enfin, troisièmement, il faut laisser la destruction créatrice faire son travail. Le nouveau doit pouvoir remplacer l'ancien, même si ça dérange un peu. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais dans la vraie vie, comment ça explique que certains pays réussissent à décoller et d'autres restent cloués au sol? Regardons les faits. Aux États-Unis, par exemple, on observe que plus une entreprise vieillit, plus elle a de chances de grandir. C'est le signe d'un système où les bonnes idées arrivent à trouver de l'argent pour se développer. C'est basé sur le mérite. Maintenant, si on regarde des pays comme l'Inde ou le Mexique, la courbe est toute plate. Les entreprises se créent, mais elles n'arrivent pas à grandir. Aghion explique ça avec une petite blague. Les entreprises indiennes arrêtent de grandir quand elles manquent de beaux-frères. Derrière la boutade, il y a une idée très sérieuse. Quand une économie fonctionne au piston et aux relations familiales, plutôt qu'au mérite, eh bien, elle stagne. Et cette question de comment encourager les inventeurs, ça nous amène directement à un débat politique très chaud en ce moment en France.
la taxation de la richesse. Ici, il y a vraiment deux visions qui s'affrontent. D'un côté, on a l'économiste Gabriel Zucman. Lui, il défend l'idée de justice sociale et propose de taxer la fortune des ultra-riches, y compris la valeur sur le papier de leurs entreprises. De l'autre côté, Philippe Aghion, dont on vient de parler, tire la sonnette d'alarme. Il dit « Attention, ce type de taxe risque de casser notre moteur de l'innovation, celui qui est justement essentiel à la croissance. » Alors pourquoi? Prenons un exemple très concret. Mistral AI, c'est la start-up française qui cartonne dans l'intelligence artificielle. Sur le papier, elle vaut déjà des milliards. Mais cet argent, elle ne l'a pas sur un compte en banque. Il est dans la valeur de l'entreprise. Si on taxait son fondateur sur cette fortune virtuelle, il serait obligé de vendre une partie de ses actions pour payer ses impôts. Et le résultat? Il risquerait de perdre le contrôle de sa propre boîte au profit d'investisseurs. On voit bien le dilemme ici, entre la justice sociale et la nécessité de ne pas décourager l'innovation. Mais au fait, d'où ça vient, cette culture de l'innovation? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, un très grand voyage même. Tout a commencé, figurez-vous, avec l'agriculture au néolithique. C'est là qu'on a appris à stocker de la nourriture et à respecter l'idée de propriété. Bien plus tard, au Moyen-Âge, les villes sont devenues des sortes de refuges où les talents, les artisans, pouvaient se rassembler et échanger. Ensuite, à la Renaissance, l'imprimerie a été une révolution. Elle a permis aux idées de se diffuser à une vitesse folle. Et le vrai décollage, le Big Bang de la croissance, il a eu lieu quand l'Angleterre a réussi à combiner tout ce savoir avec des institutions solides qui protègent la propriété. C'était après la glorieuse révolution de 1688. Et tenez-vous bien, voici un fait qui montre parfaitement cette idée d'innovation cumulative. Une étude a montré que les villes qui, au Moyen-Âge, avaient déjà des horloges mécaniques, ce qui était une technologie de pointe à l'époque, avaient 34 à 40% de chances en plus d'adopter rapidement l'imprimerie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles avaient déjà sur place les artisans qui savaient manipuler des mécanismes de précision. Une invention en a préparé une autre. C'est fascinant, non? Bon, toute cette histoire nous ramène à aujourd'hui avec une question absolument cruciale pour notre avenir. Comment on fait pour que ce moteur de l'innovation ne tombe pas en panne? En ce moment, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Et le débat fait rage, même chez les économistes. D'un côté, il y a les sceptiques, comme Daron Acemoglu, qui craignent que l'IA ne crée pas tant de richesses que ça au final. Et de l'autre, on a les optimistes, comme Philippe Aghion, qui voient l'IA comme la prochaine grande révolution, la vague d'innovation qui pourrait relancer la croissance pour des décennies. Qui a raison? L'avenir nous le dira. Le vrai risque, si on n'y arrive pas, c'est ce que les économistes appellent la stagnation séculaire. C'est un peu le scénario catastrophe pour une économie. Une très longue période où la croissance est molle, voire nulle. Un monde où plus rien ne bouge, où il n'y a plus vraiment de nouvelles opportunités. C'est le destin qui attend une société qui arrête d'innover. Alors, pour conclure, ce modèle de croissance par l'innovation et la destruction créatrice, il est hyper puissant pour expliquer d'où vient la richesse. Mais il ne répond pas à tout. Il laisse des questions importantes en suspens. Par exemple, ce processus de destruction peut faire mal, il peut détruire des emplois. Alors comment on fait pour que le progrès profite vraiment à tout le monde? Et puis, il faut garder un esprit critique. Le modèle qu'on vient de voir est une super grille de lecture, mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire, ou juste une partie? La réflexion, elle, reste ouverte.